L'inconnu du cimetière Saint-Hilaire, chapitre 2. Le lendemain, alors que je parcourais sereinement les rues de Bar-le-Duc, oublieux de mes frayeurs de la veille, mon rêve de la nuit me revint brusquement en tête. D'un coup, toutes mes angoisses ressurgirent et mon calme ne fut plus qu'apparent. Une disharmonie d'apéras contemporains s'empara de mon esprit. Cette dissonance se mua bientôt en de longs accords mineurs et j'eus la sensation que le monde basculait. Les maisons me parurent pencher dangereusement et j'eus même l'impression que la route s'inclinait, mais en sens opposé à celle des demeures. Je voyais la ville comme à travers un prisme déformant de fêtes foraines qui l'aurait fait grossir ou s'étirer. Ma tête fut parcourue d'éclairs de douleur lancinants et mon cerveau s'embruma comme celui d'un enfant pris de fièvre. Des spirales embrouillées ne cessaient de revenir, obscurcissant toute pensée. Une insupportable nausée s'empara de mon être, tandis que des étoiles argentées brouillaient ma vue. Un esprit prosaïque en eût conclu que je souffrais d'une migraine consécutive à une nourriture trop riche ou abondante, mais je savais qu'il n'en était rien. Bientôt, mon trouble disparut et mon rêve fut projeté devant moi sur un écran gigantesque. Je me voyais de l'extérieur, étranger à moi-même, mais compatissant pour l'image de ma personne. Pendant une éternité, j'avais cheminé dans un souterrain bas de plafond, parcouru d'étroits couloirs humides. Des torches disposées le long de murs nus recouverts de salpêtre fournissaient un éclairage en clair-obscur. J'avais le sentiment que je ne pourrais jamais m'extraire de cette pénombre mortuaire. Alors que mon angoisse atteignait un point extrême et que je me désespérais de revoir la lumière du jour, j'aperçus une immense porte à double ouverture. Éclatante de beauté, elle s'ornait de splendides bas-reliefs dorés à la feuille. Je remarquai plus particulièrement un ouvrage représentant 3 femmes. Celle de gauche se présentait de profil, celle du milieu était de face. La 3e se tenait de dos. Tandis que je posais mes doigts sur l'ouvrage d'art comme pour mieux en comprendre le sens, la porte s'ouvrit brutalement. Je me retrouvai au seuil d'un immense salon qu'éclairait d'extraordinaires lustres de cristal. Des hommes et des femmes au visage masqué dansaient une écossaise. La musique s'interrompit, les convives applaudirent, et un homme un peu maniéré, un certain monsieur Triquet, annonça une polonaise. Les couples se réunirent vivement pour former un carré parfait, prêt à exécuter cette danse marchée à 2 temps. La musique retentit et l'ensemble se mit en mouvement. Je reconnus la magnifique polonaise d'Eugène Onegin, l'opéra de Tchaïkovski. La beauté de l'assemblée me fascinait. Les masques que portaient les danseurs stimulaient mon imagination. Personne ne s'intéressait à moi. J'étais comme transparent. J'en profitais pour détailler les convives. On remarquait des couples composés d'un homme et d'une femme, de 2 femmes ou de 2 hommes. Les dames se signalaient par leur tenue remarquable, ressemblant étrangement à la mode du temps de Charles X. Toutes avaient conservé leurs vastes chapeaux garnis d'une profusion de fleurs, de longs volants, de rubans qui cascadaient dans leur dos. Ces couvre-chefs étaient posés sur de hauts chignons flanqués de cheveux frisés, probablement postiches. Leurs amples jupes en forme de cloche, qui annonçaient la crinoline, posées sur plusieurs jupons, se déclinaient dans de nombreux tissus qui miroitaient sous la lumière des lustres. Leur poitrine était couverte et une collerette entourait leur cou. Les énormes manches dites à gigot bouffaient sous les épaules rendues plates par un canezou, tandis que leur cou s'ornait de multiples joyaux. La danse prit fin et des murmures parcoururent la vaste salle. Mon voisin, noble vieillard à perruque Louis XVI, me salua avec déférence. Nous nous présentâmes et j'appris qu'il était le marquis Henri de Fontenay. D'une politesse exquise, d'une gentillesse à nulle autre pareille, je l'écoutais avec la plus grande attention, comme envoûté. « Madame la marquise de Marény sera bientôt là, annonça-t-il, ému. J'ignorais qui était cette personne, mais pour éviter de paraître sot et ne point peiner le divin marquis, je finis d'accorder une importance extrême à cet événement. En mal de confidence, il m'apprit que cette noble dame, connue pour sa beauté et ses immenses qualités morales, fascinait en dépit d'un âge déjà avancé. Tous en parlaient avec enthousiasme et respect. Les compliments fusaient, les uns vantaient sa distinction, son élégance, sa culture, les autres chantaient sa splendeur, sa bonté et le parfum d'éternité qui suivait ses pas. J'attendis impatiemment son arrivée. Une autre porte, plus immense et somptueuse encore que celle par laquelle j'étais passé, s'ouvrit
Une exclamation d'extase unanime retentit. Un huissier à perruque poudrée se présenta et annonça solennel. Madame la marquise de Marigny. Le silence se fit dans la salle, les souffles se suspendirent. À son entrée, la stupeur se peignit sur les physionomies, qui fit bientôt place à la consternation. Les convives s'entre-regardaient, la panique gagnait. Très surpris, j'interrompis le marquis. « Ce n'est pas la marquise de Marigny, murmura-t-il. »« Pas la marquise, mais qui est-ce alors ?»« C'est la comtesse de Jobal, répondit-il d'une voix sépulcrale, tandis que je considérais avec étonnement son visage devenu livide. « Mon diable, la comtesse, soupira un homme, qui va-t-elle désigner cette fois ?» Les convives s'interrogeaient. Pourquoi avait-on évoqué Madame de Marigny pour finalement trouver la comtesse de Jobal? On voulait nous obliger à demeurer, avança une dame en grande discussion avec sa voisine. Nous sommes tous pris au piège. Mon diable, qu'allons-nous devenir? Gémit une femme assez âgée. Au piège? De quel piège s'agissait-il? Lorsque j'aperçus la comtesse, mon angoisse diminua, car son apparence ne me sembla nullement de nature à inquiéter, bien au contraire. Même si, de ma place, je ne la voyais que de profil, j'avais bien du mal à imaginer qu'elle pût être malveillante. Somptueusement vêtue, magnifiquement parée de fabuleux bijoux, son profil au nez étrangement retroussé suscita mon admiration. Des cheveux d'une blondeur éclatante, trop pour être naturelle, des dents étincelantes, un visage lumineux de beauté, telle se présenta à moi la comtesse si décriée. Je crus reconnaître en elle la dame en noir aperçue la veille dans les rues de Bar-le-Duc. Elle portait une époustouflante robe directoire. « Je crois comprendre, » s'écria une dame. « Ils veulent éviter que celui ou celle qui sera désigné ce soir ne soit trop bouleversé. »« Ne parlez pas si fort, » reprocha son mari. « Non, mon idée ne tient pas, » poursuivit la femme, « car en la voyant, on se rend bien compte qu'elle n'a rien de commun avec Madame de Marigny. »« Mais peut-être la victime de ce soir ignore-t-elle à quoi ressemble la marquise ?» intervint un convive. « Vous savez que beaucoup ne l'ont jamais vue que de dos. » Ainsi on voulait ménager quelqu'un, on agissait de même avec des malades en phase terminale d'une grave maladie. Certains avaient le courage d'affronter la mort, d'autres pas. Ces derniers faisaient alors l'objet d'une plus grande sollicitude. Mais quel rapport existait-il entre la mort et la désignation de ce soir? La comtesse ne semblait pas méchante pourtant. Sans doute allait-elle choisir un danseur qui, du coup, se trouverait exposé aux autres. Mais en quoi cela pouvait-il poser problème? Je me dis que, peut-être, il ne dansait pas très bien et qu'il craignait de perdre la face. Muets, immobiles, les danseurs attendaient. La comtesse considéra l'assemblée sans cesser de sourire. Je déplorais de ne la pas voir de face, mais la qualité de son profil me consola bien vite. Elle paraissait hésiter sur le choix de son partenaire. Plusieurs convives semblaient au seuil de l'évanouissement. « N'ayez aucune crainte, rassura la comtesse, je ne vous veux aucun mal, d'ailleurs un seul parmi vous est désigné. »« Vous venez pour nous emporter, et cela nous ne le permettrons pas, » lança la baronne Desmousseaux. La comtesse de Jobal la regarda avec bonté, puis leva le nez vers le plafond où voletaient quelques ours de l'air. « Monsieur Symphorien de Trasibule, mon ami, voudriez-vous venir à moi ?» s'enquit aimablement madame de Jobal. Le petit ours de l'air vola vers la charmante jeune femme. « Dans ma précipitation, j'ai oublié mes anciens registres, » expliqua-t-elle au rond petit ours. Sans attendre, Symphorien lui tendit un petit carnet à couverture d'or. Mais avant que la comtesse ait eu le temps de l'ouvrir, l'ourson bavard avait entamé la conversation dans un couinement incompréhensible pour une oreille humaine. Cependant, mon voisin paraissait comprendre, car il m'expliqua que Symphorien, ours du roi Trasibule, faisait allusion à une présentation récente à la cour de Chausson le Désiré. « C'est le vice-doyen des ours de roi, » précisa une dame. « Mais pas du tout, » répondit le baron de Vim. « Tout le monde sait que c'est le vice-doyen des ours de roi, que le vice-doyen des ours de roi est chaussonné capé, enfin. Vous faites allusion à l'ourson de Louis XVII, mais il n'a jamais régné. » « Je vous demande bien pardon, » protesta le marquis de Fontenay. « J'étais présent à son inchaussonisation. » Une discussion assez vive à laquelle je ne compris rien s'engagea entre le baron de Vim, le marquis de Fontenay et la dame que l'on désigna comme la comtesse de Beaumont-la-Rance. Pendant ce temps, madame de Jobal écoutait attentivement monsieur de Trasibule et semblait même prendre un intérêt assez vif à ses paroles. Pour finir, elle demanda « Et quelle robe portait la marquise de Strada ?» Une série de couinements qui me parurent interminables suivit. Mais tout a une fin, et après avoir remercié le petit ours de son obligeance, en lui tapotant la tête, conformément aux exigences de l'étiquette, elle feuilleta son joli calepin, puis annonça « Chère baronne, je
puis vous rassurer, je ne viens pas pour vous, car vous mourûtes en 1834, c'est-à-dire il y a quelques 178 ans. » La comtesse rendit son carnet à l'ours de l'air qui en avait la charge. « Moi, morte? Mais vous n'y songez pas, se récria la baronne, je suis vivante, on ne peut plus vivante. »